rétro, effets optiques et practical, du Méliès à la Disney et une envie de changer une marque, d'être plus adulte, que les non-succès des essais feront de la firme malheureusement ce qu'elle est devenue, un Disney fade et sans risque. Et pourtant entre la foire des ténèbres dont on va parler ici, Tron, le dragon du lac de feu, voire même Taram et le chaudron magique, on ne peut pas dire qu'ils n'auront pas essayé, sans jamais confirmer. Imaginez un monde cinématographique avec des dessins animés naïfs d'un côté et des vrais films adultes de l'autre, de quoi remplir n'importe quel corps spongieux. Aujourd'hui encore, pendant ces mêmes journées d'automne, lorsque l'air a ce parfum de fumée et que le crépuscule se teinte d'orange et de gris profond. Un film d'automne, automnal donc, une saison un peu morne certes, mais qui enchante aussi avec un ton naturel. On approche d'Halloween aux États-Unis et augure du meilleur pour le genre. Tiré donc du roman de Ray Bradbury et adapté par ce dernier, mais dont certains changements seront demandés par la firme après une projection test désastreuse. Ainsi commencent les problèmes. Quelque part derrière lui, un terrible orage se préparait. Le scénario est remanié par un certain John Mortimer qui n'est même pas cité. Bradbury fulmine et suite au test, on change la fin et l'on rajoute un prologue narratif. Tous ces changements pour la modique somme de 5 millions de dollars. Bradbury trouvera quand même le film acceptable. Disney veut faire des films pour adultes donc et saute sur l'occasion. Bradbury écrit donc un script en collaboration avec un journaliste, lui non plus pas crédité, John Culhane. Disney demande à Bradbury d'aider à trouver un réalisateur et c'est Jack Clayton qui va être choisi parce qu'il a déjà collaboré avec Bradbury sur le script de Moby Dick. Le réalisateur n'est pas un manche, loin de là, après avoir donné Les Chemins de la Haute Ville, qui va offrir l'Oscar de la meilleure actrice en 1960 pour Simone Signoret, une actrice française. Les Innocents, un film fantastique qui fout bien la trouille, d'après le tour d'écrou d'Henry James, avec des gamins qui sont vraiment parfaits, et une photo hallucinante de Freddy Francis, le mangeur de citrouilles ou Gatsby le magnifique, sur un scénario de Francis Ford Coppola avec Robert Redford en Gatsby. Mon nom est Monsieur Dark. Et je vous conseille de me respecter. Bradbury, lui, espère de son côté avoir Christopher Lee ou Peter O'Toole pour jouer le rôle de Monsieur Dark, mais Disney préfère un inconnu et c'est Jonathan Pryce qui aura ainsi le rôle, réduisant le budget d'un acteur plus connu. Le film ne va remporter que 8 400 000 $ pour un budget de 19. La petite ville de Greenton va donc basculer ainsi dans le fantastique et le film va nous donner quelque chose encore inédit aujourd'hui, une des meilleures adaptations de Bradbury et surtout son ambiance automnale. Bon sang, si j'étais là-bas avec eux. Un final sur le combat éternel du bien et du mal, certes manichéen, mais empreint d'une poésie et d'une magie sans commune mesure. La jeunesse et la vieillesse au centre de l'histoire, telle une allégorie sur le cauchemar de l'homme, la mort, la vie, les désirs. Jusqu'où pourrions-nous aller pour les réaliser ? Chacun combat ses propres démons au travers de cette foire absolument fantastique et monstrueuse. C'est ce qu'il a fait vivre en empruntant les fantasmes de ses habitants pour en faire quelque chose de tordu. Je t'en prie. Ainsi, une vieille fille va redevenir belle, mais aveugle. Un handicapé retrouve bras et jambes, mais redevient un enfant. Ou un homme qui cherche des femmes se retrouve lui-même femme à barbe. Le père bibliothécaire, avide de mots dont il faut aussi parler. Ces dialogues sont si bien écrits par Bradbury et interprétés par un Jason Robards aux petits oignons, mais tout en retenue, et qui est le vrai héros de l'histoire. Charles William Holloway. Ah oui, le bibliothécaire.
J'ai en effet cet honneur, monsieur. Depuis déjà de longues années. Les paysages et les peintures sur verre ainsi que toute la direction artistique est absolument superbe, ne serait-ce que grâce à la superbe photographie de Stephen H. Burham, responsable de la photo de films tels que L'Emprise de Sidney G. Furie, Outsider, Rusty James, Body Double, Outrage, L'Impasse, Les Incorruptibles, Mission Impossible, voire Mission to Mars de Brian De Palma. Les deux hommes, je pense, aiment travailler ensemble. Il arrive ici à retrouver le Technicolor d'antan avec ses couleurs chaudes et l'interprétation des acteurs qui nous donne un film que je trouve moi excellent, bien qu'oublié de beaucoup. Qu'est-ce que je vais pouvoir te donner qui te tienne éveillé toute la nuit, hein? Les voyages au pays des fourrures, le Far West. À l'époque, le film ne convainc pas, il est trop bavard pour nombre de gens, peut-être à cause du fait que l'histoire ait dû attendre tellement longtemps avant d'être adaptée, et sûrement aussi, malheureusement, à cause des réécritures nombreuses. C'est peut-être aussi les deux jeunes qui sont très disneyens, il faut le dire, et qui rendent le film plus familial qu'il aurait dû, contrebalancé par ses effets attendus. La première version du film était bavarde, perverse et élégante, et la version d'après, celle que nous verrons en salle, sera retravaillée complètement et notamment par Lee Dyer qui a travaillé sur Métal Hurlant et Tron en responsable des effets spéciaux. Du coup, le film est très schizophrène mais d'une cohérence très intéressante et technologiquement virtuose. Ce sont deux façons d'être à Hollywood qui se clashent dans le même film, au thème profond et plutôt pervers, et où l'Amérique profonde cette fois y est montrée sous ce qu'il y a de pire, le manque d'un parent, la peur des femmes et de ce qu'elles symbolisent surtout, bref toutes les frustrations et le malaise d'un pays combiné dans cette petite ville qui n'en demandait pas tant. D'où venez-vous? Du néant. Où allez-vous? Au tombeau. La crainte de l'enfance, la peur de l'âge adulte, histoire floue et rêveuse mais fantastique à souhait, où l'histoire reste certes d'antan sur le fond, sans céder aux années 80 sur la forme. Du coup, certains semblent déconcertés aujourd'hui à la vision du film, qui reste spectaculaire, et pour les gens friands de fantastique, encore un gros film aujourd'hui. Trop tard. 31. Jack Clayton est clairement le responsable de cette glaise transformée en vase, ses mouvements de caméra et ses plans oniriques avec des scènes qui restent, une magie qui opère avec des affrontements excellents comme celui dans la bibliothèque entre Monsieur Dark et Monsieur Holloway, joué par l'excellent Jason Robards. Vendu. 31. 34. 35. L'âge rêvé. On reste un enfant devant cette œuvre, oubliée mais néanmoins réussie, grâce au talent d'un réalisateur qui n'a pas oublié de retranscrire cette histoire en laissant les effets nourrir l'histoire au lieu d'en faire le principal sujet. L'ambiance et la psychologie priment sur la forme déjà si belle, et des effets plus que réussis vont nous bluffer, créés par le studio Disney. 'Tiré donc d'une nouvelle nommée The Black Fairies, la grande roue noire, et adaptée par son auteur sous le titre Dark Carnival puis Something Wicked This Way Comes, on peut difficilement penser que l'auteur aurait en idée une adaptation réussie, servie par des effets absolument épatants, pour l'époque en tout cas. 42 jours de tournage et pas d'effet en vue pour le réalisateur. Lee d'ailleurs est lui occupé. Il est en train de finir Tron et supervise le projet Epcot de Disney World. Ne pouvant assumer les effets à temps, tout le tournage va être remis en question et les storyboards seront refaits. Panique donc chez le réalisateur, il doit suivre le spécialiste en effet et cela lui déplaît. Clint Culver pour les effets optiques, Jesse Silver pour les matte painting, Robert Schiffer pour les maquillages, Harrison Ellenshaw pour les miniatures et Ron Tantin en directeur du département effets chez Mickey. Toutes ces personnes s'organisent pour filmer les presque 25 minutes de film en effet pour embellir voire refilmer certaines scènes. Jack Clayton en sera tellement dégoûté qu'il va rejeter la paternité du film pendant un temps, même si son nom reste.
Et pourtant, comment croire qu'un tel film pouvait se faire sans ces effets démentiels? Mais de là à couper des scènes du film, c'est presque incompréhensible. Hyper précis dans le montage et œuvrant 14 heures par jour, l'équipe va se mettre au travail et beaucoup de travail de Clayton va donc être refait. Cela se voit même d'ailleurs sur le final. Lee d'ailleurs va donc changer des scènes, notamment une main géante dont le spectacle était navrant apparemment et qui part direct à la poubelle. À la place, on a une attaque d'araignées. Pour ceux qui n'aiment pas les bestioles, c'est un bonheur, avec 200 tarentules, dont Lee d'ailleurs a une peur absolue. Attention! Pour les attaques, c'est une araignée mangeuse d'oiseaux, la mygale Goliath, très agressive, qui fut employée. Fuyant ou se tuant sous le stress, seulement une quarantaine sont à l'écran à chaque fois qu'on filme, et le reste ne sont que des araignées fictives. Elles sont remplies d'ailleurs d'un liquide pour pouvoir les écraser, et l'araignée Goliath n'eut de cesse de les attaquer, pensant à tort que c'était des vrais. Les araignées furent revendues pour 10 $ pièce. Ça suffit! La sorcière, filmée par Clayton, a un visage lisse, elle est jouée par Pam Grier. Son visage sera affublé en rajout de crevasses pour montrer son côté diabolique, mais ils ne vont pas mettre les yeux cousus qu'il y a dans le roman. De même, la scène où nos deux jeunes héros se promènent dans le cirque, ils devaient découvrir une tente remplie de créatures qui va être jetée elle aussi au panier et assistent par contre impuissants à une scène de torture. Cet orage-là va te faire bondir comme un diable et te délier la langue. L'apparition du vendeur de paratonnerres et des nuages ténébreux qui l'accompagnent, on pense beaucoup à Tonton Spielberg et au film de la production Amblin, sont amplifiés afin de donner au final quelque chose de spectaculaire qui n'était pas là au départ. La fin de Monsieur Dark, filmé par Jack Clayton, voyait le pantalon de celui-ci se prendre simplement dans le manège. Drôle de façon de périr. Un bout de cette scène restera d'ailleurs dans le final, alors qu'on va le faire mourir autrement. C'est donc par des éclairs bleus, bien plus engageants et spectaculaires, que sa mort restera, ainsi que celle de la sorcière empalée. C'est avec un simple cache contre cache que les ectoplasmes et les éclairs seront créés. Le rajeunissement de Jason Robards fut créé en live, en direct, sur le tournage, mais là encore, Dyer va y rajouter un effet des plus bienvenus avec la même technique de cache contre cache. Pam Grier n'étant plus là sur le tournage pour sa transformation, ça va se faire sur photo tout simplement. Une succession d'effets sur le visage rendent la scène superbe et horrifique, alors que ça ne dure que quelques secondes. 18 peintures sur verre vont être mis au point pour recréer la vieille Angleterre alors que tout est tourné en studio chez Mickey. Et oui, 200 personnes vont construire la ville pour 2 millions de $. Plusieurs maths sont parfois dans le même plan et avec le tournage en VistaVision 35 mm à défilement horizontal sur 8 perforations, cela va augmenter la netteté comme jamais avec des détails démentiels. Non. Ils sont à notre poursuite. La foire elle-même sera parfois représentée par un mat et il faut l'œil pour le voir à l'époque. Le final avec la destruction du cirque sera donc une maquette au 1/10 et sera filmé non pas en extérieur mais en studio. La scène sera tournée d'abord avec des ventilateurs pour le vent qui arrache tout, les tentes et tout ça. Et la miniature plus tard sera suspendue tête en bas et un technicien va libérer les parties des maquettes, ce qui donnera un effet superbe et réaliste. D'ailleurs, va de nouveau changer une scène de Jack Clayton
et pas des moindres, celle de l'apparition du cirque. Apparemment, la couleur et le soleil ne convenaient pas par rapport aux effets que lui voulait mettre, et c'est le département des images de synthèse qui ont donné Tron qui va être utilisé. C'est la firme Magie, dirigée par Richard Taylor, qui va conférer cette apparition surnaturelle. C'est pour cela qu'on a l'impression que cette apparition du cirque a l'air de sortir de la nature et des arbres. Ayant créé l'effet Genesis du Star Trek 2 de Nicolas Meyer, ici donc la synthèse, l'animation et la prise de vue réelle fonctionnent parfaitement. Malheureusement, le passage d'une main très très laide et d'un cheval de bois sera coupé au montage et ne sera vu que lors d'une première à Londres, puis coupé ensuite. Les maquillages très réussis de Bob Schiffer ajoutent bien sûr eux aussi leur part de mystère. Bob Schiffer débute sur Le Magicien d'Oz et La Dame de Shanghai, puis rentre chez Disney et va contribuer à un nombre considérable de maquillages pour la firme. Schiffer va créer le bras de la sorcière coupé au montage, ainsi que celui de Jason Robards, écrasé par Monsieur Dark de façon bien trop gore. Le plan doit bien sûr être coupé. Il faut faire peur certes, mais on est chez Disney et point trop d'infos pour Mickey. Et pourtant, le problème, c'est que la main de Jason Robards est bien bandée sur le reste du métrage. Faux raccord donc. On va donc décider de garder la scène, mais édulcorée, on voit un peu de peau s'arracher. La troisième main qui sera réalisée sera encore pour Jason Robards, qui va permettre au personnage de briser les miroirs du labyrinthe sans se blesser. Le maquillage le plus saisissant sera bien sûr le final terrifiant de Monsieur Dark et de sa mort sur le carrousel. Schiffer va s'octroyer le droit de demander à Stan Winston de l'aide. Oui, l'homme du Terminator et de Jurassic Park, encore jeune à l'époque, et lui et son équipe vont donc créer 4 figurines qui définissent tous les plans de transformation du vilain, avec en plus 4 têtes et des prothèses bien sûr sur le visage de Jonathan Pryce qui nous montre le dessèchement du personnage. Des effets optiques vont faire les transitions jusqu'au corps décharné fabriqué par Schiffer cette fois, mélange de papier et de latex. Je pensais que les enfants aimaient l'aventure. J'en sais rien. Et les pères alors? Jason Robards joue un bibliothécaire, Charles Holloway, assouvi de fantasmes au travers des livres qu'il lit et amer envers un fils dont il culpabilise pour sa vie réelle. Leurs silences en disent souvent long grâce à la capacité qu'a John Clayton de savoir filmer ses personnages. Nous aurions dû parler de ce fameux courant qui a failli t'emporter et te noyer dans la rivière. Holloway a peur de l'eau parce qu'il n'a pas pu sauver son fils qui était en train de se noyer et c'est un inconnu qui plongea à sa place et l'un comme l'autre se voit défaitiste autant en tant que père que fils. J'étais là à regarder ce qui se passait. Tout seul, impuissant sur la berge. De plus, il a le cœur fragile et ne se pardonne pas l'impuissance de ne pas avoir pu sauver son enfant. Il t'a vu et lui, il a plongé. Il a plongé sans même prendre le temps d'enlever ses bottes. Et puis il t'a ramené sur la rive. C'est un putain de grand acteur qui va jouer dans des films monstrueux, avec entre autres 7 secondes en enfer de John Sturges, la suite de l'histoire de Wyatt Earp. Il était une fois dans l'Ouest, bien sûr, de Sergio Leone, un nommé Cable Hogg et Pat Garrett et Billy le Kid de Sam Peckinpah, Johnny s'en va en guerre de Dalton Trumbo, Les Hommes du Président d'Alan J. Pakula, Le Jour d'après de Nicolas Meyer et tant d'autres. Et donne à ce brave homme un avant-goût de la mort. Il y est encore une fois ici étonnant et impressionnant dans son rôle. Il est doublé par le grand André Valmy, voix de George C. Scott, de Walter Matthau, de George Kennedy, de Robert Prosky dans Christine. C'est lui, Darnell, qui garde la voiture dans son garage, le film de John Carpenter bien sûr, ou Molaram dans Indiana Jones et le Temple maudit de Tonton Spielberg. Sam Peckinpah fut un temps sur le projet avec Bradbury pour la Foire des Ténèbres et avait déjà pensé à donner le rôle, mais celui de Monsieur Dark. 12 ans après, ce fut donc l'inverse. Pam Grier va interpréter la sorcière qui va
elle aussi se retrouvait dans la peau de plusieurs très belles femmes. Elle revendique souvent ses appartenances africaines, caucasiennes et indiennes-américaines et va être remarquée sur un concours de Miss Colorado. Elle se rend à Hollywood et explose dans plusieurs films, en commençant par Russ Meyer dans Orguísimo et The Big Doll House de Jack Hill. Black Mama, White Mama d'Eddie Romero, Kofi la Panthère Noire de Harlem ou Foxy Brown de Jack Hill, Scream, Blackula Scream de Bob Kelly-Jean, le Policeman de Daniel Petrie où son rôle donne une impression de terreur obscène, comme le dit Pauline Kull, la critique, ou Nico et Opération Crépuscule d'Andrew Davis, Class of 1999 de Mark Lester, Los Angeles 2013 et Ghost of Mars de John Carpenter, ou Jackie Brown de Tarantino, et j'en laisse un gros morceau derrière. Il me semble cependant qu'il manque quelque chose dans votre vie. C'est le critique cinématographique, Roger Ebert, qui l'a comparé à Sean Connery à l'époque en disant « Peu importe les lacunes de ses collègues, Pap Grier a été élevé au rang d'icône du genre. Réel et irréel à la fois, son personnage ici apporte le mystère, la terreur et un érotisme bienvenu avec ses multiples apparitions. » Et bien sûr, je revois encore Jim Nightshade, mon meilleur ami. Le fils de Charles Holloway, Will, n'aura pas eu la carrière d'acteur espérée, s'il voulait en être un. Il joue le jeune Stuart dans Les Oiseaux se cachent pour mourir 2 ans avant, puis va s'en suivre des téléfilms et quelques séries jusqu'en 1993 où on n'entend plus parler de lui. Jim Nightshade, son meilleur ami, a joué dans Massacre dans le train fantôme de Tobe Hooper, un téléfilm, et sa carrière s'arrête avec La Foire des Ténèbres. Ils sont doués respectivement par Amélie Morin et Jackie Berger, certaines des voix les plus talentueuses du métier de doublage. Oui, sans doute, mais les 2 enfants qui m'intéressent sont d'un genre très particulier. Jonathan Pryce commence par le théâtre qui n'arrêtera bien sûr jamais, puis c'est le voyage des damnés de Stuart Rosenberg, mais cette Foire des Ténèbres va le révéler. 2 ans après, il est le héros du Brésil de Terry Gilliam et enchaîne de suite sur Le Docteur et les Assassins de Freddy Francis, Les Aventures du Baron Munchausen à nouveau de Gilliam, Glengarry de James Foley, Le Méchant de Demain ne meurt jamais de Roger Spottiswoode face à Pierce Brosnan, Pirates des Caraïbes 1, 2, 3 de Gore Verbinski, c'est lui le gouverneur, et bien sûr le grand moineau, infâme individu dans la série Game of Thrones. Il est ici excellent, Mr. Dark, séduisant, manipulateur et doublé par Jean-Pierre Dora, un grand directeur artistique qui doubla nombre de personnages. Jim, tu sais que le repas est terminé, il est tard. Et oui, nous avons dîné sans toi, mon chéri. Diane Ladd, la mère de l'actrice Laura Dern qu'elle a eue avec l'acteur Bruce Dern, joue la mère de Jim Nightshade. Sa carrière est étonnante entre le Chinatown de Polanski et de Lynch, Sailor et Lula, où elle y est formidable en Marietta Fortune, et Inland Empire en Marilyn Levens. Elle joue ici la mère frivole de Jim, un peu déphasée après la perte de son mari, mais qui échappera heureusement à la foire grâce à Charles Holloway. Un orage terrible qui balayera vos rues et effacera tous vos soucis. Un bon geste, braves gens. Achetez-moi un paratonnerre. Tom Fury va jouer Royal Dano, le vendeur de paratonnerres. C'est un acteur qui va jouer dans un grand nombre de westerns et de films sous la direction de réalisateurs absolument immenses, sur des films comme Les Affameurs, L'Homme de l'Ouest et Je suis un aventurier d'Anthony Mann, La Charge victorieuse ou Moby Dick de John Huston, Johnny Guitar de Nicolas Ray, Mais qui est tué à Harry d'Alfred Hitchcock ou José Wells de Clint Eastwood. Ses rôles à la télé sont tout aussi nombreux comme dans Gunsmoke, Rawhide ou Bonanza. Seul Tom Fury le sait. Si je vous laisse entrevoir votre fiancé. C'est le grand Henri Labussière qui fait sa voix, qui est très connu dans le métier. On l'adore en Mortimer Duke dans Un fauteuil pour 2 de John Landis et dans les séries et films d'animation. Mon père avait finalement accepté de vieillir avec sérénité. Il s'était affranchi du royaume des ombres. À noter que la narration de Will adulte en début et fin de film est faite en France par le regretté Patrick Poivet. Ces 2 garçons ont vu trop de choses. Pourchassez-les. James Horner est encore très jeune quand il est embauché pour écrire la musique du film. Il est encore dans sa phase Star Trek Wolfen, et c'est d'abord Georges Delerue qui est embauché, mais sa musique ne va pas correspondre d'abord à ce que voulait le studio, et sa musique va être rejetée puisqu'en plus elle ne correspond pas à ce nouveau montage.
De plus, elle est très sombre et trop terrifiante pour les spectateurs. Le score d'Horner fait partie de ce qui reste, même si, encore une fois, il va falloir attendre 2009 pour enfin écouter la musique avec un CD sous le label Intrada, autrement meilleur que les bootlegs des sessions au son vraiment difficile. La musique, rejetée de Georges Delerue, sera aussi éditée sous le même label en 2015. Everybody. Pour Horner, c'est une des musiques les plus riches. Il est vraiment à l'aise avec ce sujet et ce sera le début d'une très belle collaboration avec l'orchestrateur Greg McRitchie. Is the piano loud enough, Greg? Yeah, really lay into that last note. Cellos and basses. But together. La musique d'Horner va se révéler plus spectaculaire et macabre, peut-être plus acceptable pour l'écoute d'un jeune public. Du suspense, de l'intensité, mais aussi des morceaux très bucoliques vont faire de cette musique un régal pour nos oreilles. Parfois hermanienne, ne serait-ce que pour la scène de la bibliothèque au suspense intégral, et parfois très Goldschmidt, façon film pour Joe Dante. 154 again. Everybody. And... Very nice. Together on the pizzicato. Entre réalité et fiction, l'homme et ses peurs sont au centre donc de ce récit plus que fantastique où ce cirque infernal nous plonge dans des cauchemars pour vivre de nous et nous imposer un choix impossible sur les fantasmes de chacun. Vous vous gavez des cauchemars des autres. Et beurrons frénétiquement notre pain de délicieuses souffrances. Les désirs de personnages de la petite ville et qui les rongent absolument sont intenses jusqu'à l'arrivée de cette fête foraine qui va tout faire basculer. La magie s'impose à nous et l'on plonge des deux pieds dans ce film particulier, certes un petit peu bavard parfois, mais au dialogue si bien écrit qu'il fascine avec sa photo et la musique combinée aux effets et un jeu d'acteurs plus que convaincant et qui rappelle les Joe Dante comme Explorer. Oh, regarde, une fête foraine. Samedi 24. Mais c'est demain le 24. C'est pour moi un gros 5,5 sur 6 d'ambiance folle pour un film malheureusement tombé aux oubliettes pour le grand public. Si vous le trouvez, cédez à la tentation de la foire des ténèbres. Voilà, écoutez, c'est un film dont je voulais parler depuis un petit moment parce qu'il est rare que Disney fasse des films d'épouvante. En tout cas, à l'époque, ils ont essayé de faire autre chose sur 3-4 films. Ils se sont à chaque fois plantés malheureusement. Essayez, si vous le trouvez, franchement, je pense que vous allez y trouver quelque chose d'assez bizarre, mais vraiment intéressant. C'est un film que moi j'adore, je ne l'ai qu'en DVD américain malheureusement, c'est compliqué pour le trouver autrement. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, on en discute comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt, pensez au pouce bas s'il y en a, la petite cloche et on s'abonne, c'est gratuit. Je vous dis merci beaucoup, à bientôt avec du lourd, bye bye.